Donc bonjour à tous, avec Éric Lévesque qui est à Mondor, nous allons vous présenter les conclusions des recommandations formalisées d'experts intitulées Insuffisance hépatique en soins critiques. Et nous avons été sollicités par l'ASFAR en novembre dernier pour établir ces recommandations. Donc en fait, on a travaillé dans un délai assez court, parce qu'on a rendu des recommandations en juin, donc on a été assez vite. On a bénéficié de la méthodologie de l'ASFAR qui est incroyable sur les recommandations formalisées d'experts. Et donc on vous en livre ici quelques conclusions. Comme on n'a que 15 minutes et qu'il y a beaucoup de recommandations, il n'y aura pas tout. Vous avez ici les groupes d'experts de l'ASFAR et de l'AFEF, et donc je voudrais remercier plus spécifiquement ici bien sûr Eric qui est venu présenter, Catherine Pogam qui a organisé ces recommandations et qui a été royale, et puis les coordonnateurs de l'AFEF, donc Alexandre Louvet, Christophe Bureau, Stéphanie Faure, Claire Francos, Thierry Gusteau, Philippe Ichaï, Richard Moreau, Fauzi Saliba et Thierry Thévenot, et puis les deux chargés de bibliographie qui étaient des jeunes. L'objectif des recommandations, elles s'adressent à des médecins de soins critiques pour de la pratique polyvalente, pas à des hépatologues. Et donc elles sont centrées sur ce qui permet d'améliorer la morbimortalité de ces pathologies d'après les données, et elles répondent à la méthodologie PICO. Et donc on avait deux champs, l'insuffisance hépatique aiguë et puis l'insuffisance hépatique chronique. Sont issues 18 recommandations sur l'insuffisance hépatique en tout, avec un accord fort pour 100% des recommandations. Vous verrez qu'il y a des niveaux de preuve, 6 de niveaux de preuve élevés, 7 de niveaux de preuve faibles, 6 qui sont des avis d'experts, donc c'est un bon ratio. Et enfin, pour une question, vous verrez, nous n'avons pas pu formuler de recommandations. Je laisse la parole à Éric. Tout d'abord, au nom de l'ASFAR, je voulais vous remercier, l'AFEF, Christophe Bureau, Dominique Tabu et Alexandre Louvet d'avoir accepté d'organiser et de coordonner ces recommandations qui vont être très utiles aux réanimateurs dans le but de la prise en charge initiale des patients présentant une insuffisance hépatique aiguë. Donc en effet, il y avait deux champs. Le premier champ, c'était l'insuffisance hépatique aiguë sur foie sain, où on a fait 5 recommandations à partir de 3 questions. La première question, c'était le bilan à visée étiologique que devait faire le réanimateur en première intention. La deuxième question était la prise en charge spécifique des patients présentant une insuffisance hépatique aiguë. Et une troisième question qui est la prise en charge symptomatique. D'abord, la définition de l'insuffisance hépatique aiguë que nous avons retenue, c'était 2 définitions. L'insuffisance hépatique aiguë dite sévère quand le TP était inférieur à 50% et dite grave quand s'associe une encéphalopathie. Et toutes les recommandations qui ont été faites sont basées sur l'insuffisance hépatique sévère, bien sûr grave puisqu'elle est plus grave que la sévère. Les examens à visée étiologique, on a fait une recommandation où vous retrouvez tous les examens classiques que l'on demande quand il y a une insuffisance hépatique aiguë, le dosage sanguin de paracétamol, les sérologies d'hépatite A, hépatite B, la recherche de toxiques, l'échodoppler hépatique pour les recherches d'une hépatopathie chronique, mais également on a demandé une échographie cardiaque. On recommande de faire une échographie cardiaque pour aller chercher une pathologie cardiaque sous-jacente, surtout dans des catégories de patients particuliers, les patients âgés ou ayant des antécédents. Dans les recommandations de la prise en charge spécifique, vous ne serez pas étonné que la première recommandation est la place de la N-acétylcystéine dans la prise en charge des patients présentant une intoxication au paracétamol. Et on a bien spécifié dans cette recommandation, sans attendre le résultat du dosage sanguin de paracétamol et quelle que soit la valeur. Ceci a été une recommandation de grade 1. Dans le cadre d'étiologie autre que l'intoxication au paracétamol, les experts ont retenu une recommandation de grade 2, puisqu'on n'a pas suffisamment de données dans la littérature, mais on recommande d'instaurer le traitement par N-acétylcystéine pour diminuer la morbimortalité de ces patients. La troisième recommandation dans la prise en charge spécifique, c'était l'avis auprès d'un centre expert. C'est un avis d'expert, il n'y a pas de données dans la littérature, donc ça ne nous a pas permis de le grader. Donc c'est un avis des experts et avec une recommandation qui est reconnue par tous les experts. C'est la prescription d'un bilan étiologique de seconde intention doit être demandée au centre expert si le bilan initial est négatif et se poser la question de l'indication de la transplantation et appeler un centre expert pour se poser la question dès qu'on a une insuffisance hépatique aiguë sévère. La troisième partie concerne plus particulièrement la prise en charge pour les réanimateurs de l'insuffisance hépatique sévère dans sa prise en charge symptomatique et la prise en charge précoce des survenues des défaillances d'organes. Donc les experts sont regroupés, c'est un avis d'experts parce qu'il n'y a pas de données dans la littérature et on a fait plusieurs algorithmes dont celui-ci
avec les données, ce qu'il faut faire quand on en prend en charge un patient présentant une insuffisance hépatite aiguë, et ce qu'il ne faut surtout pas faire, avec par exemple ne pas administrer de facteurs de la coagulation. Nous avons fait un certain nombre d'algorithmes pour aider les réanimateurs dans la prise en charge initiale. On va passer maintenant à la deuxième partie. Donc le champ cirrhose, je ne vous ai pas dit au départ qu'elles sont disponibles en ligne et je n'ai pas écrit le lien, donc elles sont disponibles en ligne sur le site de l'ASFAR et puis bientôt ou peut-être déjà sur le site de la FEF. Et donc vous pourrez les retrouver. Je vous dis surtout ça pour la cirrhose parce qu'en fait il y a beaucoup de recommandations et que je n'ai pas pu toutes les mettre, donc je me suis focalisée sur certaines. Donc les 7 questions étaient l'admission du patient en soins critiques, donc ça c'est vraiment important hein, parce qu'on s'adresse à des médecins de soins critiques et pas des hépatologues. Hein. Des recommandations sur l'insuffisance rénale, sur l'infection du liquide d'acide, sur la prescription d'albumine en réanimation chez les patients cirrhotiques, sur l'hémorragie sur hypertension portale, les mesures associées, et notamment les anticoagulants, les procoagulants, etc. Et puis sur la demande d'avis hépatologique. Et donc pour une raison de temps, j'ai décidé de ne pas traiter aujourd'hui l'infection spontanée du liquide d'acide qui est quand même très connue des hépatologues, les prescriptions d'albumine qui sont également très connues et puis l'hémorragie digestive sur hypertension portale et on n'a rien changé pratiquement par rapport à Baveno. Donc l'admission en soins critiques, moi j'ai appelé ça la victoire des hépatologues quand je me réfère à il y a 19 ans quand j'ai commencé mon clinica où on avait du mal à faire admettre des médecins en soins, des malades cirrhotiques en soins critiques, même les médecins c'était compliqué. Et là vraiment c'est pas les hépatologues qui ont poussé cette recommandation, hein. C'était une recommandation qui était poussée par les anesthésistes et les réanimateurs pour dire voilà, il n'est probablement pas recommandé de refuser d'admettre les patients cirrhotiques en soins critiques du fait de leur seule maladie cirrhotique. Donc on sait que c'est comme ça depuis 10 ans, mais c'est bien et c'est bien que ce soit écrit. Donc c'est une recommandation de grade de moins avec un accord fort. Le moins, c'est pas parce qu'elle est moins bien, c'est parce que c'est une recommandation négative. Il n'est pas recommandé. Alors deuxièmement, l'insuffisance rénale et la cirrhose. Donc ça, c'est un chapitre qui a été chapeauté par Claire Francoz et Carole Ishaï. Et je vais revenir dessus parce que là, il y a quelques petites choses à apprendre pour nous, hépatologues, et notamment sur les nouvelles classifications d'insuffisance rénale. Donc peut-être que vous savez déjà ça, mais je me suis dit qu'on pouvait le rappeler. Donc, afin de définir et d'évaluer la sévérité de l'insuffisance rénale aiguë chez les patients cirrhotiques, les experts suggèrent d'utiliser la classification CADIGO modifiée pour ces patients. Donc ça, c'est la nouvelle classification, enfin ça fait des années, mais je vous l'ai remise pour qu'on en ait bien conscience et qui tient compte de l'évolutivité de l'insuffisance rénale et non pas seulement de seuil d'insuffisance rénale. Et c'est vraiment important quand on sait la valeur de la créatinine chez nos patients cirrhotiques qui sont dénutris. Deuxièmement, de traiter l'insuffisance rénale aiguë selon son stade de gravité et selon l'algorithme proposé, et je vais vous le montrer, et de ne pas contre-indiquer de principe, et ça c'est bien, une épuration extra-rénale en cas d'insuffisance rénale aiguë chez le patient cirrhotique du fait de la seule pathologie cirrhotique. On n'a pas dit qu'il fallait le faire, mais elle n'est pas contre-indiquée. C'est comme l'admission en soins critiques. Et puis, ensuite, une autre recommandation, alors là c'était des avis d'experts, hein. Et ensuite, une recommandation de grade 2+, il est probablement recommandé de traiter chez les patients cirrhotiques hospitalisés en soins critiques un syndrome hépatorénal par des vasoconstricteurs, terlipressine en première intention en association à de l'albumine, et là je ne vais pas revenir dessus puisque vous savez tous ça. Alors, voilà la classification CADIGO, et ce qui est important, c'est la notion d'évolutivité. On le savait tous, hein, ce qui compte, c'est la façon dont la créatinine augmente et pas la créatinine de base. Donc la créatinine de base, d'abord, on aimerait bien que ce soit une créatinine qui date de moins de 3 mois, mais avant l'hospitalisation. Il faut être clair, on ne l'a pas toujours, et donc on prend la valeur la plus récente si on en a. En l'absence de créatinine disponible, on prend la créatinine à l'admission. La définition de l'insuffisance rénale aiguë, c'est l'augmentation de la créatininémie de 26,5, on va dire 25, micromoles par litre dans les 48 heures suivant l'admission. C'est pas grand-chose, hein. Le malade, il passe de 50 ou de 45 à 60. Non, de 45 à 70. C'est pas énorme, ou de 1,5 fois la créate de base dans les 7 jours. Donc c'est vraiment une petite augmentation. Et puis après, il y a une classification. Stade 1, c'est augmentation de la créate de 1,5 à 2 fois la normale. Stade 2, entre 2 et 3. Et stade 3, supérieur à 3, ou expiration extra-rénale. Donc voilà, ça c'est la classification. Vous la retrouverez. Les nouveaux critères de syndrome hépatorénal, il n'y a pas grand-chose par rapport aux anciens critères qu'on avait, sauf qu'effectivement, on n'a plus le seuil de créatinine à 133 qui était vraiment très élevé, mais un diagnostic d'insuffisance rénale aiguë de stade 2 ou 3, donc augmentation de la créate de plus de 2 fois, selon les critères de CADIGO modifiés que je viens de vous montrer, sans prendre en compte la valeur de la créatininémie, et puis tout le reste ne change pas, cirrhose avec acide, etc. La troisième chose, c'est l'algorithme de prise en charge de l'insuffisance rénale. Et donc, vous connaissez ça globalement, mais ça s'adresse à des réanimateurs, hein, enfin des médecins de soins critiques. On a dit soins critiques parce qu'il y avait des Belges, donc ils voulaient qu'on dise soins critiques.
Donc, l'arrêt des facteurs précipitant ou aggravant la correction d'une hypovolémie, si ça va pas mieux, l'aggravation, et que ça s'aggrave, ou alors que l'insuffisance rénale est de stade 2-3, on administre l'albumine à 1 g/kg pendant 48 heures. Et puis, quand l'insuffisance rénale progresse, soit on a les critères pour un syndrome hépatorénal et on traite, soit on n'en a pas. Et puis là, il y a une recommandation d'experts de l'ASFAR sur l'insuffisance rénale aiguë. Voilà, c'est un algorithme assez simple dont les hépatologues ont plutôt l'habitude pour le coup. On va passer aux mesures générales, et donc là on a beaucoup discuté parce qu'avec les anesthésistes qui utilisent beaucoup de PFC, de plaquettes, de fibrinogènes, et on est tombé sur une recommandation qui est un avis d'expert, qui est qu'avant la réalisation d'un geste invasif chez le patient cirrhotique, les experts suggèrent de ne pas administrer systématiquement, de manière préventive, du plasma, des plaquettes ou du fibrinogène pour limiter le saignement. Ça, on a vraiment repris toute la littérature, on en a conclu cet avis d'expert. Et puis, on n'a pas réussi à émettre une recommandation après analyse de la littérature sur la prescription d'une thromboprophylaxie médicamenteuse chez le patient cirrhotique hospitalisé en soins critiques. On n'a pas réussi à obtenir un accord et donc on ne peut pas émettre de recommandation. La dernière chose, et ça c'était important, c'est la dernière partie des recos, c'est quand est-ce qu'un médecin de soins critiques doit demander un avis spécialisé en hépatologie, parce qu'on leur dit toujours qu'ils demandent trop tard. Et donc là, ça a été formalisé. Donc déjà, à l'admission, si le malade est inscrit sur une liste de transplantation hépatique. Ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant quand même. Deuxièmement, pour discuter précocement de l'engagement thérapeutique en fonction du nombre de défaillances d'organes et de leur évolution. Et on a présenté avec Eric un cas clinique à l'ASFAR. Samedi dernier, c'était le congrès de l'ASFAR à Paris. Et donc, on a présenté un cas clinique et on avait un malade qui buvait encore, qui avait une défaillance multiviscérale. Et donc, la réponse, c'était ben oui, on peut appeler les pathologues pour voir ce qu'on fait. C'est-à-dire, on ne se limite pas soi-même. Donc, les intensivistes ne se limitent pas eux-mêmes, mais appellent les pathologues ou des... Voilà. Troisièmement, pour discuter de l'intérêt éventuel de la mise en place d'une suppléance hépatique. Et puis enfin et toujours, à la sortie des soins critiques, pour organiser une prise en charge en hépatologie, en vue éventuellement d'une possible transplantation hépatique ou alors pour une autre prise en charge. Donc voilà, c'était assez large et c'est codifié, et les médecins de soins critiques avaient besoin de ces critères-là. Voilà, je te laisse conclure. Je remercie encore la FEF d'avoir accepté de participer à l'écriture de ces recommandations qui seront très utiles aux anesthésistes réanimateurs. Et merci pour la collaboration et le travail qui a été fourni en très peu de temps, puisqu'on a eu finalement que 8 mois pour tout faire, l'analyse bibliographique, les tableaux grades et la rédaction des recommandations. Merci à la FEF.